Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cette émission spéciale de votre web TV indépendante Le Média. Une émission préparée et présentée avec les moyens du bord, comme vous le voyez, confinement oblige. Cette émission, nous la consacrons à la guerre d'influence sanitaire qui bat son plein en pleine crise du coronavirus. Une guerre qui voit s'affronter les chercheurs et les labos, mais aussi les États et les industriels dans un contexte de ruée vers les stocks stratégiques. Au cours de cette émission, je m'entretiendrai avec plusieurs grands témoins. D'abord, Olivier Jourdan-Rouleau, journaliste d'investigation. Il a enquêté pour le Média TV sur le scientifique qui divise la France et le monde, le professeur Didier Raoult. C'est un infectiologue qui a proposé un protocole contre le Covid-19 à base de dérivés de chloroquine notamment et qui concentre sur lui de nombreuses polémiques. Puis je m'entretiendrai avec Jean-Bernard Gervais, journaliste spécialisé dans les questions de santé et qui a notamment travaillé sur l'essai clinique Discovery, lancé depuis dimanche dernier dans 7 pays d'Europe et dans lesquels 4 traitements sont testés, notamment le cocktail du professeur Raoult. Je parlerai aussi avec Pierre-Adrien Bill, du syndicat des jeunes biologistes médicaux, qui nous expliquera pourquoi si peu de Français peuvent bénéficier de tests déterminant s'ils sont positifs ou non au Covid-19. C'est parti. Bonjour Olivier, tu es journaliste d'investigation basé à Marseille où tu réalises des enquêtes notamment pour le Média TV depuis des semaines. Tu travailles sur un portrait du professeur Didier Raoult, l'infectiologue qui clive la France et attire les regards des opinions du monde entier. Je vais te poser une question qui peut paraître simpliste mais que beaucoup se posent. A-t-on affaire à un génie ou à un imposteur? Écoute, effectivement, aux yeux de beaucoup, aujourd'hui se pose comme ça parce que pourquoi elle se pose comme ça? Parce que c'est un débat extrêmement passionnel, dans un climat extrêmement particulier, pour le dire simplement, un peu hystérique et hystérisé. Effectivement, aujourd'hui, elle se réduit pour beaucoup à cela. Pour nous, journalistes, c'est difficile de trancher, et puis on essaye surtout de peser les choses de façon un petit peu clinique et factuelle, et c'est très important sur un sujet évidemment comme celui-ci dans cette période-là. Simplement, déjà pour dire peut-être aux auditeurs et aux lecteurs du média qui nous suivent, pourquoi nous on a décidé de s'intéresser, et pourquoi on a décidé d'enquêter, d'essayer de comprendre et de voir qui était ce personnage et d'où il venait. Une raison très simple, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours de ça, ça a commencé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reçoit des messages. Bon, alors tu le sais très bien, des messages, des alertes, on en reçoit évidemment régulièrement. Regarde, ça c'est intéressant, ça tu devrais regarder, jette un œil par là. Mais là, les messages qu'on reçoit il y a une dizaine de jours, ils sont d'une toute autre nature pour certains, et en tout cas ceux qui retiennent notre attention. Pourquoi ils sont d'une autre nature? Parce que ces messages proviennent de personnalités éminemment reconnues dans le domaine, vous l'avez compris, de la santé, des gens dont on voit régulièrement le visage sur les écrans des télés, sur les chaînes qui se nourrissent du breaking news. Ils font antenne, ces gens-là. Ces gens-là, ils font antenne pourquoi? Parce qu'ils ont des positions d'autorité. Ils sont reconnus, ils commandent ce qui se passe, on leur accorde et on le reconnaît, et c'est normal, leur expertise, ils sont incontestables, ils sont la voix de la sagesse. Eh bien, ces gens incontestables, ils nous envoient quoi comme message en privé au sujet, vous l'avez compris, de Raoult, de Didier Raoult? Ils nous envoient un message avec écrit en gros warning. Attention, ce type est un fou, ne l'écoutez pas. Voilà comment ça commence, comment on se dit, il faut regarder. Voilà ce qu'on reçoit. Forcément, là, on se dit, oula, ce n'est pas courant. Moi-même, pour ajouter un petit mot, Théophile, j'ai déjà par le passé enquêté sur ce secteur et ce monde de la santé qui est très particulier, qui a ses codes, ses normes. Et quand on enquête sur ce monde-là, on découvre des tas de choses. Je connais les questions de rivalité, les égos entre chercheurs, entre courants, entre écoles, etc. Mais là, si tu veux, cette alerte-là, pour nous, on se dit, ça va loin, ça va très loin. On a senti tout de suite une telle haine, on s'est dit, il faut regarder, et on va regarder. Sur le personnage, je raconte et je vais raconter qu'il est. Évidemment, il vient de loin, il ne vient pas de nulle part. Didier Raoult, même s'il émerge comme ça brutalement sur la scène médiatique du grand public internationalement, ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. C'est quelqu'un qui a un passé, qui a une histoire, c'est quelqu'un qui a des réseaux, notamment politiques, c'est quelqu'un qui construit un parcours et une carrière de scientifique dans le monde universitaire depuis très, 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 très longtemps. C'est quelqu'un qui aussi, parce qu'il a ce parcours, et ça éclaire aussi ce qui se passe aujourd'hui, cette polémique très, très, très étonnante, en tout cas pour le non-initié, c'est quelqu'un qui a des ennemis.
C'est quelqu'un qui a des adversaires, qui a eu le temps de se faire des ennemis et des adversaires. Et puis, au-delà de ça, je pense que ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, alors il y a évidemment la réponse tout de suite, savoir si son remède, c'est le remède de Dieu, et si on va sauver tout le monde ou pas. Alors là-dessus, il y a des choses extrêmement contrastées. Bon, il semble quand même que petit à petit, il est en train de gagner des choses. Tu l'as vu encore tout récemment, cette semaine, avec ce décret qui a été pris par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui aujourd'hui autorise, alors sous évidemment un certain nombre de conditions, et ça c'est normal dès qu'on parle de médecine et de médicaments, mais l'usage de tu vas m'aider Théo, L'hydroxychloroquine. donc, qui aujourd'hui autorise ça par arrêté, c'est évidemment une victoire. Alors, il faudra qu'on ait évidemment des tests extrêmement scientifiques, extrêmement rigoureux, mais c'est intéressant parce que ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions sur la société, ça pose des questions sur notre rapport à la médecine dans un moment extrêmement particulier. Il y a évidemment la question de la rigueur. Quand on pense à un scientifique, à un chercheur, on attend naturellement et logiquement, de façon presque intuitive, je parle ici du point de vue des gens extérieurs, on attend quoi? On attend des règles, on attend des process certifiés, on attend de la rigueur, de la rigueur. Si par exemple on a décidé de fabriquer un personnage pour nos enfants, par exemple un Lego ou un Playmobil, on l'habillerait comme ça, dans une sorte d'archétype. Le scientifique, ça serait quoi? C'est un type qui est bien coiffé, c'est un type qui n'a pas d'extravagance, pas un mot plus haut l'un que l'autre, pas d'intervention et de charge. Il est dans son labo, il en sort peu ou pas, et s'il en sort, on l'imagine très prudent, une autre facette donc de cette fameuse rigueur. On ne l'imagine certainement pas sur une Harley Davidson avec des bagues, avec des cheveux trop longs, juché sur sa Harley et crachant du feu au sein du groupe ACDC. Et c'est là où, si tu veux, il est totalement transgressif et anticonformiste, ce personnage-là, et il explose dans ce moment particulier d'angoisse de la société parce qu'il ne correspond pas au code et il ne joue pas les codes. Il ne joue pas les codes. Donc forcément, tout ça, on a un personnage extrêmement anticonformiste qui tranche et qui jure avec cette attente et l'image de ce chercheur qui serait celle du chercheur idéal, comme il peut y avoir Théophile, le fameux gendre idéal. Eh bien, il jure dans ce paysage, Didier Raoult. Il a eu de nombreux propos en l'emporte-pièce au début de l'épidémie. Un commentaire sur le site Arrêt sur Image essaye de résumer le malaise à sa manière en disant: c'est un grand virologue, mais comme épidémiologiste, il est vraisemblablement aux fraises. Qu'en penses-tu? Oui, alors moi je suis ni l'un ni l'autre. Par contre, je peux comprendre et décrypter et regarder et avoir un avis sur sa communication. C'est quelqu'un qui était évidemment extrêmement segmentant. C'est quelqu'un, si tu veux, sur les réseaux sociaux, je crois l'avoir lu, je ne crois pas l'avoir pensé le premier, mais bon, ça me rappelle quelque chose, qui est victime un petit peu d'un syndrome particulier. C'est quelqu'un qui est déjà sorti. Encore une fois, il n'apparaît pas aujourd'hui, hein, c'est pas le petit médecin de quartier, c'est quelqu'un qui a un parcours, qui a construit un parcours et qui s'en est déjà un peu échappé depuis longtemps. C'est quelqu'un, par exemple, qui chronique dans la presse, dans la grande presse depuis des années. Il est passé aux Échos, il est passé au Point notamment, et qui a pris l'habitude de prendre des positions qui sortent de son champ de discipline propre. Et là, effectivement, des fois, ça déraille. Il y a par exemple eu des interventions, je pense que beaucoup les ont en tête et les lui reprochent aujourd'hui sur le climat, des choses pas vraiment maîtrisées sur sa communication, effectivement. Il n'est pas d'une prudence extrême. Il a un côté va-t-en-guerre, volontiers provocateur. Il n'arrête pas, il n'apaise pas. Là, par exemple, encore cette semaine, les Échos, je crois que c'est mardi, annoncé qu'il avait démissionné du Conseil stratégique. Je connais le journaliste qui a sorti cette information-là, qu'il a quand même fait attention à ce qu'il écrivait. Ben, boum, derrière, tu as un communiqué de Raoult qui dit non, non, je ne suis pas sorti, mais j'y vais plus. Et puis 2 jours après, enfin, il met en permanence de l'eau sur le feu. Je pense qu'effectivement, il n'a pas une langue et un verbe dans l'orthodoxie et qui est très loin du langage même technocratique auquel on a l'habitude. Et effectivement, il y a, tu le rappelles, en janvier, cette intervention assez, on va dire, malheureuse et qui est cruelle quand on s'intéresse à lui un mois ou un mois et demi après, où en clair, il t'expliquait qu'effectivement, quand un bus de passagers tombe au Pérou, on en fait une affaire mondiale et ce n'est pas parce qu'il y a 3 morts en Chine qu'on va le déranger de choses bien plus importantes. Maintenant, là-dessus, essayons de regarder la situation à charge, à décharge, comme on dit dans le milieu judiciaire. Il y en a d'autres qui se sont trompés à cette époque-là. Il y en a d'autres qui se sont trompés, qui avaient un langage effectivement beaucoup plus tenu, mais par contre qui étaient vraiment aux affaires et qui pesaient dans les choix
stratégique pour la politique de santé française. Donc, il n'est pas le seul. Et puis, il rappelait quand même une chose, il faut être très précis quand même et aller jusqu'au bout. Il rappelait qu'à l'époque, la grippe, c'était 10 000 morts. Et si tu veux, il a ce regard de scientifique, je pense. Aujourd'hui encore, même si on ne peut pas nier ce qui se passe, et il ne le nie pas parce qu'il en a pris conscience et il tente quelque chose, on peut le discuter, mais on n'en est pas encore au curseur des 10 000 morts. Et peut-être que dans son approche personnelle, que je ne juge pas, mais qui doit être la sienne, tant qu'on n'est pas aux 10 000 morts, c'est encore moins grave que la grippe qui tue en silence 10 000 morts et qui ne provoque pas des paniques. Voilà. A-t-on affaire à un génie de la com qui sait bien utiliser les lois du storytelling et camper le rôle de l'antisystème faisant face au lobby et à Big Pharma? Là, tu poses évidemment une question extrêmement sensible dès qu'on parle de politique de santé, dès qu'on parle évidemment de médicaments, c'est la question du conflit d'intérêts. On aura noté d'ailleurs cette semaine, parce que ce débat et ce conflit entre experts qui est assez stupéfiant, hein, parce qu'un jour, on a une position très tranchée qui semble donner raison à Didier Raoult, et puis le lendemain ou le soir ou 5 minutes après, on a un avis qui semble absolument incontestable. Et comment on arbitre entre tout ça, qui dit exactement le contraire. Cette semaine encore, Didier Raoult a publié une tribune que beaucoup ont lue, évidemment, dans Le Monde. Cette tribune, notamment, se penche sur la question des liens d'intérêt. Les liens d'intérêt qui, s'ils sont confirmés, amènent au conflit d'intérêt. Une question absolument cruciale aujourd'hui sur ces questions-là. Il défend quoi, objectivement, aujourd'hui? Il défend l'usage d'un médicament pour lequel il n'aura pas de royalty. Ça, il faut être clair et le lui reconnaître. C'est quelque chose qui est dans le domaine public, qui ne rapportera rien à titre personnel, a priori. Par contre, dans cette tribune, il insiste sur la compromission, de façon générale, du monde de la santé en France et de ceux qui décident la politique publique, en insistant lourdement sur les conflits d'intérêts. Il explique les codes qu'il a mis en place dans son institut en séparant, explique-t-il, ceux qui fréquentent les industries pharmacie. Enfin, il y a des process qui ont été mis en place pour, et dire on est les seuls à les pratiquer en France. Bon, il a raison de dire ça. Pourquoi? Beaucoup de ses adversaires, j'ai interrogé les bases de données européennes sur les conflits d'intérêts et sur les relations avec l'industrie pharmaceutique. Beaucoup de ceux-là ont des contrats, ils sont en contrat avec les grandes industries. Pour la petite anecdote, il y a une histoire de menace de mort sur Didier Raoult, une enquête qui est actuellement en cours du côté de Nantes. Elle a été ouverte sur plainte de Didier Raoult qui a reçu des menaces de mort à Marseille et le parquet de Marseille que j'ai eu à transférer à Nantes. Cette enquête, pourquoi elle est transférée à Nantes? Parce que l'appareil, le téléphone qui a porté ces menaces, un SMS et un appel, il donne où? Il nous amène où? Au CHU de Nantes. Et le jour où il reçoit ces menaces de mort anonymes, il a aussi reçu un mail extrêmement agressif d'un de ses confrères nantais qui le menace. Or, il se trouve que ce confrère nantais, sur lequel on est en train d'enquêter aujourd'hui, enfin en tout cas la justice à Nantes, a des intérêts très très forts avec l'industrie pharmaceutique. Chez les adversaires de Didier Raoult, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces conditions-là, qui ont des liens très très forts avec l'industrie pharmaceutique. Ça peut expliquer des choses. Alors moi, j'ai regardé concernant Didier Raoult, parce que c'est la moindre des choses quand on voit un personnage comme celui-ci surgir et puis qu'il met en avant cela. J'ai interrogé les mêmes bases de données. Didier Raoult, zéro occurrence de lien déclaré, de contrat ou de convention avec l'industrie pharmaceutique. Bon, après, j'ai cherché un petit peu parce que c'est le métier, mais j'ai quand même néanmoins, en enquêtant, en allant plus loin, trouvé 2-3 petites choses. Et ça, les lecteurs pourront le lire et le retrouver dans l'enquête qui va paraître sur le site du média. Justement, quels sont les liens de Didier Raoult avec l'industrie pharmaceutique? Il se dit que Sanofi finance l'Institut Méditerranée Infection. Il y a effectivement des liens. Il y a effectivement des liens qui existent entre Sanofi. Alors Sanofi, c'est pas rien, c'est la chloroquine. Hein.
avec ces 2 médicaments, puis celui que vient d'autoriser le Véran. Donc, effectivement, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. Il y a un deuxième lien qui est intéressant. Son institut a été financé pour partie, avec une part relativement réduite au départ du financement, par le privé. Le privé, c'est qui? Ce sont les industriels du médicament. Donc, Sanofi, les liens existent. Il y a aussi Biomérieux, qui est un laboratoire extrêmement important, qui est situé à Lyon. Et Biomérieux, depuis 2-3 semaines, vient de se lancer dans les tests pour détecter les patients, les possibles patients qui auraient été infectés par le Covid-19. Évidemment, ça, ce n'est pas neutre. Aujourd'hui, il y a 3 sociétés, 3 laboratoires en France qui produisent des tests et qui s'y sont mis, dont Mérieux. Mérieux est un des fondateurs, si on retrouve les documents de l'époque d'ailleurs de l'Institut à Marseille de Didier Raoult, est un des fondateurs et a des liens étroits et anciens avec Didier Raoult. Voilà. Alors moi, je n'ai pas trouvé dans la base de données, encore une fois, à titre personnel, j'ai cherché 2 contrats qu'il aurait touché ou des rémunérations indirectes, mais il est évident que ce contexte-là, on ne peut pas l'occulter et qu'il faut en tout cas le soulever, le remarquer. J'ai voulu interroger Didier Raoult sur cette question. Malheureusement, il a décidé de couper court à toute interview, étant donné la dimension qu'a pris l'affaire aujourd'hui. On a vu qu'il est intervenu seulement dans une tribune au Monde. J'ai posé la question à un de ses collaborateurs vers lequel il m'a renvoyé. À ce stade, je n'ai pas de questions. Donc, en tout cas, je soulève et mis en évidence ces points-là qui ne sont évidemment pas neutres. Comment analyses-tu la passion avec laquelle des citoyens français et étrangers défendent Raoult? Là-dessus, c'est évidemment la question, Théophile, du héros. Aux médias, quand on décide d'enquêter sur cette histoire-là, évidemment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tient le plus à distance possible notre propre croyance et nos intérêts personnels pour être le plus factuel possible. Et là, il y a ce personnage qu'on voit sortir de nulle part pour le grand public, avec effectivement cette drôle d'allure, ses cheveux trop longs, ses bagues sous la blouse, et puis ses messages, sa communication, comme on dit dans l'univers médical. Eh bien, cette mixture-là, conjuguée avec l'ambiance et la période actuelle, évidemment exceptionnelle en tout point, c'est le cocktail parfait, au fond. Le cocktail parfait de quoi? Eh bien, de la pilule qui rend fou. Je pèse bien mes mots, la pilule ou la molécule qui rend fou. Je suis rentré depuis 10 jours, nous tous, aux médias, puisqu'on est concentré sur ces questions-là, évidemment importantes vu la crise sanitaire. On est rentré dans un monde, dans un truc absolument délirant. On l'a vu encore récemment. Pourquoi on est dans un truc délirant? Au-delà de la crise sanitaire, au-delà de la crise du Covid, ça traduit et ça révèle les fractures actuelles de la société française, Théophile. Il n'y a qu'à voir encore ce mercredi, cette semaine, quand le président de la République, Emmanuel Macron, appelle à l'unité alors qu'il est en déplacement dans l'Est. On est sur le front le plus dur du virus, devant un hôpital militaire de campagne. Il appelle à l'unité. Pourquoi? Parce qu'il sent que ça craque. Oui, ça craque. Le problème, c'est évidemment quand on ne fait rien en amont pour que cet appel-là puisse être entendu ou qu'il n'y ait pas besoin de l'entendre, que ça se fasse naturellement en quelque sorte, cet appel à l'unité. Eh bien là, non, visiblement, l'évidence, elle n'y est pas. Et c'est évidemment un problème. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais tout ça, ce climat extrêmement tendu, extrêmement polémique, c'est quoi? C'est la conséquence de cette façon aussi de diviser la France, les Français. Quand on a tapé sur les Français, on le sait très bien en médias, qu'on les a matraqués pendant des mois, quand on a tapé sur les infirmières, sur les personnels hospitaliers, qu'on leur a envoyé la troupe, et en plus qu'on a coupé les financements de l'hôpital public, qu'on a tapé sur les femmes, et bien après, quand on est dans une situation comme celle-ci, évidemment, des appels à l'unité, il en faut, parce que ce n'est pas apaisé, ça ne peut pas être apaisé. Et c'est donc dans ce climat-là extrêmement lourd et contrasté qu'arrive ce personnage singulier. Il arrive non pas sur son cheval noir, mais sur sa Harley Davidson. C'est un biker, il est venu du sud du Marseille, il est différent, c'est le professeur Raoult. Et donc, ça répond à des attentes et à un climat qui est extrêmement tendu. Merci Olivier. Sans transition, je vais interviewer Jean-Bernard Gervais, journaliste spécialisé dans les questions de santé, qui travaille notamment sur l'ensemble des essais cliniques en Europe, qui ont cours en Europe en ce moment, et sur leurs enjeux. Jean-Bernard, qu'est-ce que tes interlocuteurs au sein du monde médical pensent du professeur Raoult et de son protocole?
Alors, on peut dire qu'il y a deux camps, voire deux clans opposés. L'un qui serait composé de chercheurs, hein, de mandarins, de professeurs installés dans la place parisienne. L'autre, en fait, de médecins du quotidien, de médecins généralistes. Dans le premier clan, on pose et on pense, à raison d'ailleurs, que l'essai clinique du professeur Raoult, dont la communication a été faite le 13 mars sur YouTube, n'est pas du tout sérieux. Il y a eu, par exemple, 24 patients uniquement qui ont été inclus dans cet essai, alors qu'il en faudrait normalement plusieurs centaines. Il y a eu d'autres biais scientifiques qui feraient en sorte que cette étude devrait être totalement disqualifiée. Par exemple, des membres de cet essai clinique sont aussi ceux qui ont publié dans un journal scientifique l'essai clinique. Donc, on voit bien qu'il y a un conflit d'intérêts. Toujours est-il en fait que cet essai clinique a suscité, hein, comme vous le savez, l'espoir parmi de nombreux médecins, cette fois-ci généralistes, hein, qui sont au contact au jour le jour avec des patients Covid et qui craignent pour leur vie. Ils craignent d'autant plus pour leur vie qu'actuellement, ils n'ont toujours pas de masque FFP2 qui leur permettrait de pouvoir se prémunir contre une possible infection à Covid-19. Donc, on se rend bien compte que là, tout simplement, la prise de prophylaxie d'hydroxychloroquine pourrait leur permettre justement de pallier le manque de masques FFP2 et de protection en général. Donc, ils se disent, bah, écoutez, tant qu'à faire, pourquoi ne pas essayer cette hydroxychloroquine plutôt en fait que de crever, tout simplement. Peut-on dire qu'il est tout de même un bon stratège car au final, son protocole a été retenu parmi les 4 qui sont au centre de l'essai clinique européen qui a été lancé dimanche dernier? Stratège involontaire ou pas, ça je n'en sais rien, mais en tous les cas, en effet, on peut dire en effet qu'il a retourné l'opinion publique grâce à cette vidéo YouTube. Il a fait comme beaucoup d'ailleurs de personnes qui sont marginalisées dans les sphères politiques ou dans les sphères scientifiques, c'est-à-dire en se servant en fait des réseaux sociaux. Lui, pour le coup, en fait, s'est servi de YouTube, d'une vidéo qu'il a postée le 13 mars dernier, où il vantait les qualités en fait de son essai clinique. Alors vous imaginez bien que, eu égard à sa renommée internationale, eu égard aux déclarations qu'il a faites, comme quoi l'hydroxychloroquine avait eu des résultats extrêmement probants à l'issue en fait de son essai clinique, eh bien ça ne pouvait que faire le buzz. Il a réussi puisque avant en fait la mise en ligne de cette vidéo, on peut dire en fait que l'hydroxychloroquine, hein, ou le Plaquenil sous sa forme commerciale, était marginalisé par l'ensemble en fait de la communauté scientifique et par le ministère de la Santé, qui avait d'ailleurs qualifié l'essai clinique de Monsieur Raoult, du professeur Raoult, de fake news. Hein. On vient de là quand même, on vient de cette considération pour le professeur Raoult et finalement il a joué avec merveille, avec brio, hein, la base contre les élites, Marseille contre Paris et on peut dire Donald Trump contre Emmanuel Macron également. Pour rappel, il y a eu en fait une grande étude européenne dont l'annonce a été faite dimanche dernier par l'INSERM qui va donc tester différents traitements contre le Covid-19 ou le SARS-CoV-2. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle 4 branches qui vont être testées, dont une va être totalement dédiée à l'étude de l'hydroxychloroquine, associée ou non à l'azithromycine, qui est un antibiotique, aussi tombé dans le domaine public. Et donc, d'après mes informations, en effet, il n'y a guère que le Plaquenil, ou alors l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui sont donc tombés dans le domaine public et donc très peu chers. Les autres molécules ou médicaments qui vont être testés sont des médicaments qui rentrent dans le traitement des maladies comme Ebola ou comme le VIH, donc des antiviraux extrêmement puissants. Pour ne pas tous les citer, on peut citer le Remdesivir, par exemple, mais aussi le ritonavir qui va être testé en association avec d'autres antiviraux et qui là pour le coup sont des médicaments encore brevetés, encore sous brevet. Quel est l'état d'esprit général de la profession en ce moment? On sait qu'il y a au moins 2 projets de plainte visant les pouvoirs publics accusés d'avoir mis en danger les Français par leur impréparation. On parlait en fait de manière très calmement et de manière très raisonnable avec un médecin qui actuellement est en poste dans un centre hospitalier en région parisienne, qui n'est pas du tout impliqué ni dans le collectif interhôpitaux, ni même dans le collectif interurgence, et qui me disait tout simplement que du fait de l'impréparation du gouvernement, donc le manque de masques FFP2, le manque de blouses, le manque également de tests, eh bien les professions médicales et paramédicales allaient payer un très lourd tribut à cette lutte contre l'épidémie. Il faut aussi rappeler à nos
à nos auditeurs qu'il y a au jour d'aujourd'hui 5 médecins qui sont morts dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Donc voilà, de colère, en fait, il y en a bien sûr du côté des collectifs interhôpitaux. Il faut aussi rappeler qu'au moment où cette crise, cette épidémie s'est faite jour, les collectifs interhôpitaux et interurgences luttaient depuis à peu près un an pour que le gouvernement lâche des subsides afin que l'hôpital puisse remplir les missions qui sont les siennes. Et on se rend compte maintenant que l'épidémie est en plein boom, que les lits de réanimation ne sont pas en nombre suffisant, que les masques FFP2 ne sont pas au rendez-vous, que même les solutions hydroalcooliques dans certains petits hôpitaux ne sont pas au rendez-vous non plus. Donc c'est réellement en fait une catastrophe sanitaire et pour le coup on peut accuser, mais de manière tout à fait objective, le gouvernement et les pouvoirs publics, sans juger en fait de gauche, de droite, etc., sans juger de Buzyn, de Touraine, etc. On peut en fait en effet les accuser d'avoir mis en danger la santé des professions soignantes, malgré et ça, il faut quand même le rappeler, malgré en fait le signal d'alarme qui avait été lancé pendant plus d'un an par les collectifs interurgences et les collectifs interhôpitaux. On a beaucoup parlé de la pénurie de masques de protection qui rend les médecins vulnérables au coronavirus. Et on parle de plus en plus du rationnement des tests de dépistage qui serait lié à des préoccupantes pénuries. Pour en parler, j'ai contacté le docteur Pierre-Adrien Bill du syndicat des jeunes biologistes médicaux. Bonjour docteur, j'aimerais que vous nous expliquiez pas à pas pourquoi la France se trouve dans l'incapacité de tester massivement sa population et même les populations à risque ou potentiellement infectées par le Covid-19. Produisons-nous des tests aujourd'hui sur notre territoire? La réponse est non. Toutes les sociétés qui sont donc leaders sur le diagnostic moléculaire en France sont des sociétés étrangères. Donc parmi les sociétés qui se partagent ce marché, vous avez plusieurs sociétés américaines qui sont les sociétés Becton Dickinson, qu'on connaît sous le nom de BD, ainsi que la société Cepheid, donc américaine, elle, la société Roche, qui parle pas mal d'elle en ce moment, qui est une société suisse, la société Seegin, qui est une société sud-coréenne qui est distribuée en France par Eurobio. Toutes ces sociétés se partagent plus ou moins le marché français, mais aucune de ces sociétés donc, qui proposent ces tests ne produit en France. Elles sont soumises déjà aux contraintes de leur propre pays, le passage des frontières qui est de plus en plus compliqué en ce moment, et elles doivent composer aussi avec les demandes de leurs propres gouvernements nationaux de favoriser le marché intérieur. Y a-t-il aujourd'hui une bataille mondiale pour s'approprier les kits de tests existants? Écoutez, on peut le penser, effectivement, puisque donc le test est passé à la nomenclature des actes de biologie médicale, donc qui est ce qui définit le montant de remboursement d'un examen en France, payé par la Sécurité sociale, un coût de 54 € pour l'ensemble de l'examen, ce qui peut vous paraître peut-être beaucoup, mais au regard du contexte international, ce qui paraît assez faible. De ce que j'ai cru voir au niveau international, les tests seraient plutôt au minimum à 200 $, 400 $, voire des fois 1000 $. Le test facturé à la sécurité sociale, donc l'équivalent dans ces pays-là. Ce qui fait que le prix du test étant bas en France, on ne peut pas avoir accès à tout un certain nombre de fournisseurs de réactifs qui avaient développé des choses certes très intéressantes, mais qui sont inutilisables financièrement avec le prix de ce test-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous ai parlé donc du passage à la nomenclature. Cette nomenclature a été assortie d'un certain nombre de contraintes supplémentaires, donc des contraintes d'ordre réglementaire et d'ordre technique. D'ordre réglementaire, c'est ce qu'on appelle le marquage CE pour la communauté européenne. C'est un gage de qualité certifié par les autorités sanitaires européennes. Un certain nombre de tests n'avaient pas ce marquage ou même ne l'ont pas de suite, puisque c'est une procédure qui prend du temps. Le deuxième contrainte, c'était que ces kits disposent de 2 cibles, donc c'est-à-dire ciblent 2 gènes pour identifier formellement le coronavirus, donc responsable du Covid-19. Pareil, un certain nombre de kits disponibles n'avaient pas ces 2 cibles, ce qui fait qu'avec ce passage à la nomenclature à un prix un peu réduit et les contraintes qui ont été mises en plus de l'association à la remboursement, ça a énormément restreint le spectre des fournisseurs possibles pour la France. Et donc, je vous ai résumé les sociétés qui étaient en mesure
de fournir le marché français. Pour la plupart, hein, il y a certainement d'autres fournisseurs, mais ceux-là sont les leaders du marché. Et ces sociétés, aucune d'elles n'est française. Des centres hospitaliers universitaires ou non universitaires qui avaient démarré la technique avant le passage de cette nomenclature, pour la plupart, n'avaient pas de cible. Donc, ce décret, effectivement, qui est sorti en urgence de par la Direction générale de la santé, méconnaissait un petit peu la réalité du terrain, a amené beaucoup de contraintes. Et quand on regarde effectivement au niveau européen, il y a très peu de pays qui ont imposé d'avoir 2 cibles de détection. La France, c'est peut-être pas la seule, mais une des rares en tout cas. Je pense que les pays sur les 25 ou 27 pays européens, il y en a 2 ou 3 qui ont imposé d'avoir 2 cibles. Y a-t-il des pays qui utilisent des méthodes particulières pour mettre la main sur les kits de tests existants? On peut le supposer, effectivement. Hein. Je vous parlais de plusieurs sociétés qui sont notamment américaines. Alors, l'exemple que je peux vous donner le plus frappant, c'est la société Cepheid, qui est une société donc américaine qui commercialise des tests assez répandus en France sur leurs automates. Ils ont développé un kit qui avait certes un peu de retard par rapport aux autres puisqu'il est prêt là que depuis quelques jours. Il a été approuvé aux États-Unis par l'autorité sanitaire qui est la FDA, Food and Drug Administration, l'équivalent de notre ANSM hein, ou du marquage CE chez nous en Europe. On a tous contacté les commerciaux, savoir quand ce serait disponible en Europe et quand serait le marquage CE. On n'a pas eu de réponse officielle. Par contre, les rumeurs font que Cepheid réservera l'intégralité de sa production de ce test-là pour le marché des États-Unis d'Amérique. Est-ce que les États-Unis ont ce type de stratégie concernant des kits de tests fabriqués en Europe? Sur des kits fabriqués en Europe, je pense, vous voulez faire le parallèle effectivement à ce qu'on a pu voir sur le vaccin, où il y a eu un petit échange entre Donald Trump et la chancelière américaine sur le président américain qui voulait acquérir l'exclusivité pour le territoire américain d'un vaccin. Alors, on n'a pas d'échange aussi étayé dans ce sens-là. Par contre, je peux déjà vous dire qu'effectivement, avant de faire l'analyse, il faut faire le prélèvement. Pour faire le prélèvement, il faut ce qu'on appelle des écouvillons. C'est des sortes de coton-tiges qu'on va mettre dans le nez des patients. Il y a un leader mondial de production de ces écouvillons qui s'appelle la société Copan, qui, on n'a pas de chance, c'est une société italienne dont l'usine s'est située en plein épicentre de l'épidémie en Lombardie. Cette usine était complètement à l'arrêt. On a appris, vous pouvez le voir dans la presse anglophone, qu'il restait un certain stock d'écouvillons dans cette usine. Et les écouvillons ont été… alors, le terme, c'est de rapt. Je suppose qu'il y a eu quand même un accord commercial, hein, mais c'est l'armée américaine qui est venue récupérer les derniers stocks. On parle d'1 million d'écouvillons, hein, donc de quoi faire 1 million de prélèvements qui ont été récupérés par l'armée américaine à destination forcément de l'utilisation aux USA. Donc, c'est vrai qu'on a abordé la partie sur les plateformes commerciales, les tests automatisés grande cadence. Il y a une autre partie du diagnostic qui peut se faire sur des tests, sur des plateformes de type ouverte, ce que nous on appelle dans notre jargon des PCR maison, c'est-à-dire vous achetez des briques de base, des enzymes et des acides nucléiques et vous réalisez vous-même vos réactifs dans votre laboratoire. Alors ça a plusieurs inconvénients, hein. Ça nécessite du personnel qui est très bien formé à la biologie moléculaire, qui n'est pas disponible partout dans tous les laboratoires. On en voit beaucoup effectivement dans les centres hospitaliers universitaires, un peu moins peut-être dans les centres hospitaliers et encore un petit peu moins dans les laboratoires de ville, hein, les laboratoires libéraux. Ces usines, pareil, la plupart ne sont pas en France. Il y a un leader mondial qui est situé en Lituanie. Je ne me souviens plus de son nom, mais pareil, on a pu voir aussi dans la presse que des accords pour une distribution largement majoritaire ont été signés pour les USA. Encore une fois, donc la France a le droit à ce qui reste hein, pour ces briques élémentaires de fabriquer du réactif pour de la PCR maison. Et on a déjà des centres hospitaliers, des centres hospitalo-universitaires, même de très gros centres. J'ai eu des échos comme quoi le centre hospitalier universitaire de Lyon serait en pénurie de réactifs et n'est plus en mesure de réaliser donc, des diagnostics par PCR, même avec sa technique maison. Comment la Corée du Sud a pu mettre
en place le dispositif pour faire autant de tests rapides? Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas? Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? La Corée du Sud, je vous disais, a un champion national qui s'appelle la société Sijin, qui est, je suppose, très développée sur son territoire intérieur, qui est très peu développée en France. La Corée du Sud a été un des premiers pays impactés après la Chine. Ils ont réagi très rapidement en mettant en place très rapidement le test diagnostic, en augmentant massivement leur cadence de production de cette société. Je crois qu'il y a eu des échos que j'ai pu entendre. Il y a eu une très très forte implication du personnel de Sijin pour monter ces cadences rapidement. Ils ont donc testé massivement l'ensemble de leur population infectée et ils commencent à voir le bout de l'épidémie. Du coup, leurs réactifs pourraient commencer à être disponibles pour l'Europe. En gros, il y a des plateformes ouvertes qui peuvent être constituées de briques différentes et des plateformes 100% propriétaires qui nécessitent d'avoir des composants venant tous d'une même société. Les fournisseurs de plateformes ouvertes, il y en a plusieurs. Hein. Ce sont donc des automates. Une PCR se fait en 2 étapes, une étape d'extraction suivie d'une étape d'amplification. Pour ça, il faut un automate, donc un extracteur et un amplificateur. Sur les plateformes ouvertes, vous pouvez prendre un extracteur d'une marque, un amplificateur d'une autre marque et vous avez simplement adapté vos propres réactifs que vous avez fait maison. Là-dessus, il n'y a pas de pénurie sur les automates ouverts d'extraction et d'amplification. La pénurie, elle est pour l'instant, donc je vous disais, sur les réactifs commerciaux, de par différentes stratégies de firmes ou contraintes qu'elles ont au niveau national. Elle va peut-être commencer à arriver sur je vous disais, les briques nécessaires à faire les réactifs maison sur les plateformes ouvertes. Qu'est-ce que ces pénuries, ces ratés nous disent de notre pays? Ce qu'elles disent de notre pays, que nous sommes un pays certes très fier, mais qui finalement, au niveau du diagnostic, en tout cas du diagnostic in vitro, est complètement dépendant de ses voisins, hein, européens ou internationaux, et qui fait que dans des situations de tension, comme on peut l'être en ce moment, nous sommes servis les derniers, très clairement. En Europe, on parle beaucoup de l'Allemagne, qui réalise, on le disait il n'y a pas si longtemps, 160 000 tests par semaine. Alors, ils parlent par semaine, effectivement, nous, on parle plutôt en tests par jour. Je ne sais pas s'ils parlent d'une journée de 7 jours ou une journée de 5 jours. Le fait est qu'ils étaient à 160 000 tests semaine. Ils vont passer, d'après les informations que j'ai eues, à 500 000 tests semaine. La France est à 5 à 7 000 tests jour. Et le ministre souhaiterait qu'on passe à 29 000 tests jour. C'est-à-dire, grosso modo, quadrupler notre production de tests diagnostiques de PCR par jour. C'est certes un bel objectif, mais comme j'ai pu le dire, les voitures, on les a. C'est juste que là, on est à sec d'essence et que la station-service, elle ne veut pas nous livrer. Avez-vous un message pour les autorités politiques? Le message particulier donc, pour le diagnostic, hein, puisque donc, je représente les biologistes médicaux au sein du syndicat des jeunes biologistes médicaux, c'est effectivement les masques, on a eu du mal à en avoir. Les biologistes médicaux n'étaient pas toujours cités parmi les catégories de professionnels de santé aptes à recevoir les masques. Or, comme l'ensemble du professionnel de soins, on est en première ligne. C'est même nous qui prélevons les patients et les professionnels de santé symptomatiques pour le diagnostic. Donc, pensez à nous pour les masques. On a enfin été entendu, mais les stocks ne sont pas pléthoriques. Le deuxième point, ce sont je vous disais, les cotons-tiges, les écouvillons qu'il faut aller chercher. Si on n'en a plus, on ne peut plus faire de prélèvement, même si on a tout le reste. Donc, on a vu que certains pays mettent en place des méthodes musclées pour récupérer ces écouvillons. Pourquoi ne pas faire de même pour aller récupérer des stocks au niveau international? Et dernier point, ce sont les réactifs. Vraiment, les leviers à lever, la France les a peut-être. Je pense que les autorités sanitaires vont devoir sortir le carnet de chèques pour aider donc les firmes à approvisionner en priorité le marché français et éventuellement aussi à aider les laboratoires à s'équiper en machines supplémentaires et en personnel pour les tests qui se requièrent le plus de compétences de personnel. Et en dernier lieu, je pense que le tarif de la nomenclature sera peut-être amené à être revu. À titre d'information,
avant que ce test passe à la nomenclature des actes, c'est-à-dire au remboursement pour les patients en ville, non hospitalisés. Donc là, maintenant, il est à 54 euros. Avant, il était facturé, valorisé plutôt que facturé à 135 euros. Ça paraît paradoxal et même illogique de diminuer les prix d'achat alors qu'il y a une ruée sur les produits qu'on recherche. Je ne suis pas responsable politique. Ils ont peut-être leurs propres raisons. Les budgets de la sécurité sociale sont assez contraints. Par contre, on a vu nos ministres et notre président dire l'État paiera, l'État a les moyens, l'État met les moyens. Bah, écoutez, il faut qu'ils mettent les moyens aussi sur le diagnostic et sur la biologie médicale. Est-ce que selon vous, il est possible de profiter de cette crise pour créer une grosse industrie du diagnostic en France? Écoutez, je l'appelle de mes voeux, hein. Je veux dire, on a beaucoup de bonne volonté en France. On a le savoir-faire. Il ne faut pas qu'on soit timide. On peut tout à fait, effectivement, créer de belles industries et de belles histoires. Dans d'autres domaines, on l'a vu. Le diagnostic in vitro, il faudrait qu'on se lance, effectivement. On peut parler, effectivement, de limites de la mondialisation. On parle beaucoup de circuits courts, notamment en alimentaire, mais pas que. Ça pourrait être intéressant, effectivement, de créer un champion national du diagnostic in vitro, notamment de la biologie moléculaire, qui manque cruellement aujourd'hui. Mais comme vous le savez, Théophile, ces choses-là ne se font pas en 5 minutes. Et en période de crise, malheureusement, on ne va pas pouvoir monter un champion national comme ça en moins de 3 semaines. Votre laboratoire est en pleine zone de turbulence dans l'est de la France. Comment ça se passe au quotidien? Vous êtes à un bon poste d'observation de la gravité de la situation. Je vais vous donner des chiffres assez simples. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, moi, je suis biologiste médical en ville, au laboratoire Biorin, qui est situé donc tout autour de Mulhouse, qui est l'épicentre de l'épidémie en France. Je pense que vous le voyez, l'hôpital de Mulhouse passe à peu près à toutes les infos, à toutes les JT. Je teste, quand j'ai du réactif, à peu près 70 patients ou professionnels de santé symptomatiques par jour. Et là-dessus, je trouve entre 50 et 60% des gens qui sont positifs pour le Covid-19. C'est colossal. Pour vous donner un exemple, les autres laboratoires dans les autres régions sont entre 15 et 20% de positivité. Merci Pierre-Adrien. C'est sur cette interview que nous achevons cette émission particulière faite avec les moyens du bord. Dans cette période, notre mission d'information est encore plus essentielle. En tout cas, à nos yeux, elle ne peut être remplie que grâce à votre soutien. Devenez sociaux, faites-nous des dons, donnez-nous les moyens de vous raconter cette période particulière de notre histoire.